Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Beniamine au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Nina Goss. Salut Nina. Salut Clara. Comment ça va ? Ça va très bien, ravie d'être avec vous. Raconte-nous, qui es-tu ? Alors pour faire simple et pour ce qui vous intéresse aujourd'hui, je suis avocate au barreau de Paris, au sein d'un cabinet parisien, en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Bienvenue. Avec nous également aujourd'hui, Raphaël Yautier. Bonjour Raph. Salut Clara. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être là. Super, raconte-nous qui tu es un peu. Alors moi je suis avocat au barreau de Paris aussi, dans un cabinet où je fais du contentieux du numérique. Passionnant. Alors, ils sont très forts, tous les deux, et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour qui est: est-ce que je peux appeler mon fils Gandalf ? Bon, je sais, on avait dit qu'on parlerait de droit des médias, de la propriété intellectuelle et de la data. Cependant, dans notre époque actuelle d'enchevêtrement entre société de l'information et société du spectacle, nous avons besoin de commencer à parler de fake news. C'est bon, ça reboucle avec le droit des médias, on y est. Bref, les médias de masse comme, disons par exemple la télévision, diffusent, amènent dans le salon des gens un flux continu de trucs. Ces trucs peuvent être de la pub, de la fiction, de la culture, de l'information, et parfois un peu tout en même temps, par exemple un talk show. On généralise, on exagère, on le sait, mais c'est pour le bien de l'explication du contexte. Or, ces talk shows, si certains des propos tenus dans ce cadre-là sont des commentaires, des opinions, parfois même directement des polémiques, puisque des gens s'appellent des polémistes, métier polémiste, ou que les gens font des blagues, bref, certains des intervenants peuvent se poser, dans une partie de leur intervention, non pas comme des personnes qui émettent des opinions ou font une blague, mais comme un sachant, comme celui qui sait, celui qui donne l'information. Et cette personne qui se présente comme donnant l'information, le fait, la donnée brute, pas sa conséquence, pas un commentaire, eh bien, quand on se présente comme celui qui sait, quand on a cette responsabilité et que ce qu'on explique est une fake news, à plus forte raison, quand on s'en sert pour instrumentaliser le débat public, eh bien, c'est mal. Pour couper un peu ce long discours un poil moralisateur, j'ai lu hier sur notre site préféré à tous, Next Impact, que la commission d'enrichissement de la langue française a tranché la traduction officielle de fake news et que ça sera un fox. On peut toujours compter sur eux, merci. Bref, donc, quand cette personne, quand ce sachant, qui fonde sa qualité de personne qui sait sur une éloquence impeccable, de grands diplômes et une stature d'intellectuel qu'on ne peut pas honnêtement lui enlever, même en étant en désaccord profond avec son idéologie, eh bien, je dois vous avouer que mes années à la fac de droit et moi, quand on nous a dit, en substance, que seuls sont autorisés les prénoms issus du calendrier, eh bien, on s'est retrouvés à vérifier si s'appelait Légolas ou Pocahontas ou Fantomas, c'est une violation de la loi française. Il est donc temps d'éclaircir tout ça. Dis-moi, Raphaël, comment on donne un prénom en France ? Alors, pour donner un prénom, d'abord, il faut qu'il y ait quelqu'un qui naisse. Okay. Et on va commencer par là. Okay. À partir du moment où il y a un enfant qui naît, on va devoir le déclarer et on va devoir lui attribuer des éléments d'identité qui vont être inscrits dans l'état civil. L'état civil, en gros, c'est le traitement de données à caractère personnel fondamental. C'est le RGPD du début. C'est le RGPD débutant. Ok, très bien, merci. Le tout premier. Okay. Non, l'état civil, c'est ce qui permet l'identification et l'individualisation des personnes dans la société. Donc, il y a des actes d'état civil qui sont 4. Il y en a 4 en réalité qui sont clairement identifiés. L'acte de naissance, de mariage, de décès, et aussi un acte un peu plus tragique qui est celui de l'enfant sans vie. C'est le cas où un enfant naît mais non vivant. Et du coup, pour pouvoir l'enterrer, on est obligé d'établir un acte. Voilà. Passons sur ces détails, qui ne sont pas très intéressants. Comment est-ce qu'on donne un prénom ? Eh bien, une fois que l'enfant est né, une fois que tu es né, une fois que tu donnes naissance à un enfant, il faut aller vers l'officier d'état civil le plus proche. C'est-à-dire, il est où ? Il est dans la mairie. D'accord. Il est dans le consulat ou dans l'ambassade si tu es à l'étranger. Il est... ça dépend.
Mais enfin, globalement, c'est la mairie. Et qui va à la mairie, du coup ? Alors, qui va à la mairie ? Là, les textes sont hyper précis. Il y a un ordre. Enfin, il y a un ordre. Il y a en tout cas des gens précis qui doivent y aller. Merci la loi. Par ordre, c'est le père, le docteur, la sage-femme ou les personnes qui ont assisté à l'accouchement ou les personnes chez qui l'accouchement a eu lieu. Bon, quand on dit le père, donc en gros, c'est le parent qui est en état de marcher, quoi. C'est le parent qui est en état de marcher, mais alors le code civil précise le père. C'est vrai, même là, après la loi de 2013 pour le mariage... Ah mon Dieu, bon, bref. Ok. Bon, donc on y va comment ? On y va dans un délai de 5 jours d'abord. Et on évite d'exploser le délai. Ok. Donc 5 jours. 5 jours, exactement. Donc entre l'accouchement et le moment où il faut aller déclarer l'enfant et donc lui donner un nom, il y a 5 jours. Il y a 5 jours. Ok. On arrive devant l'officier d'état civil et là, l'officier d'état civil a l'obligation d'enregistrer ce qu'on lui indique. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. On a une liberté de donner. Donc même pommeau de douche, l'officier d'état civil sera obligé de l'enregistrer. Même pommeau de douche, l'officier d'état civil sera obligé de l'enregistrer. Il y a une liberté de choix dans les prénoms qu'on va donner. Il y a une circulaire qui indique qu'on ne peut pas donner plus de 4 prénoms. C'est quoi une circulaire ? C'est vache. Non. C'est des guidelines, Clara. C'est des guidelines pour les mères. Non mais, attends, vous avez prévenu, à chaque fois que tu utilises un terme, je vais poser la question de qu'est-ce que c'est. Bon. Donc, il y a un texte. Ce sont des lignes directrices pour interpréter un texte. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, exactement. C'est très bien. Mais c'est assez terrible, ce genre de questions, parce qu'en tant que juriste, on a envie de passer environ une demi-heure à expliquer comment est-ce que la hiérarchie des normes se déroule. Donc, une circulaire, un texte légal te dit que tu as le droit de donner 4 prénoms maximum. Okay. Oui, enfin, c'est effectivement un texte d'interprétation qui va permettre de donner des lignes directrices dans l'application, dans la mise en œuvre de la loi. Ah ouais, vraiment, t'expliques la circulaire. J'explique, puisqu'on est parti dessus. Et en l'occurrence, cette circulaire, elle est adressée aux officiers d'état civil eux-mêmes, et elle précise qu'il faut enregistrer 4 prénoms, qu'on va pas. C'est quoi un bail amphithéotique ? Alors, un bail amphithéotique. Réponds pas, continue. Ok, donc 4 prénoms. Là, on va perdre beaucoup de monde, je pense. Ou gagner, je sais pas. Ou gagner, ouais. Des gens bizarres. Mais moi, les beaux, c'est vraiment mon truc. Donc, si jamais l'enfant naît et que la mère décide de ne pas le reconnaître, qu'il naît sous X, à ce moment-là, il sera déclaré à la mairie, et là, pour le coup, devant l'officier d'état civil, et là, pour le coup, l'officier d'état civil lui donnera 3 prénoms. Le 3e prénom, ce sera son nom de famille. D'accord. Voilà. Les limites qu'il y a à ça, parce qu'il y en a, il est obligé d'enregistrer le nom, les prénoms qu'on donne à l'enfant, mais en revanche, il y a des limites qui sont propres à l'intérêt de l'enfant et aux intérêts des personnes tierces. C'est quoi les personnes tierces ? Enfin, c'est-à-dire, ce qui est-ce sont qui des est concerné, personnes là ? qui sont extérieures à l'enfant, extérieures à son entourage, ou ça peut être même des personnes de son entourage direct. En réalité, c'est tout sauf l'enfant. Ok. On vise l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'il va pouvoir mener une vie qui soit à peu près décente en s'appelant comme on veut l'appeler ? Par exemple, ascédique a été refusé. Bon, ça peut se comprendre. Mais aussi, on évite de prendre le nom entier d'une personne tierce, par exemple. Ou un nom de marque aussi, même si ça peut aussi porter préjudice à l'enfant. D'accord, même si des noms de marque ont été acceptés, mais on va y revenir après. On y reviendra après, ouais. Mais dans ce cas-là, si jamais l'officier d'état civil constate qu'il y a une possible atteinte aux intérêts de l'enfant ou aux intérêts des tiers, il en informe le procureur de la République. Ok, donc qu'est-ce que c'est le procureur ? Alors, le procureur de la République, c'est le représentant de l'État. Ok. C'est la personne qui va représenter l'État. Alors, elle représente l'État devant devant beaucoup de juridictions, pas seulement les juridictions pénales, et là, en l'occurrence, notamment, ça peut être devant le juge aux affaires familiales. Il va informer le juge aux affaires familiales de la situation et assigner les parents lui-même devant le juge aux affaires familiales. Alors, récapitulons. Donc, un enfant né, on a 5 jours pour aller déclarer son prénom. Si le prénom est quelque chose de très usuel, c'est bon, c'est réglé. Si jamais tu déclares un prénom un petit peu funky, potentiellement l'officier d'état civil peut déterminer qu'il y aurait une difficulté. Il le signale
au procureur de la République. Exactement. Si le procureur de la République trouve qu'effectivement ça peut être un peu problématique, il passe le dossier au juge aux affaires familiales et les parents doivent venir s'en expliquer. Ou les représentants légaux doivent venir s'expliquer. Plus que ça. Plus que ça. Il saisit le juge aux affaires familiales. Ok. Il passe pas simplement le dossier. Et le procureur est informé, mais si jamais lui considère qu'effectivement il y a un problème, il y a une atteinte qui est présente, il saisit le juge aux affaires familiales et il assigne les parents. D'accord. Là, tout ce petit monde se retrouve devant le juge aux affaires familiales. Donc assigner, ça veut dire qu'on te dit tu viens et tu t'expliques. Exactement. Ok. Ça veut dire qu'on lui indique, qu'on indique aux parents qu'il va falloir se présenter devant le Amis juge. avocats, ne bondissez pas, on essaie d'être vraiment extrêmement synthétique. Mais on peut discuter, hein. Venez nous voir sur Twitter pour nous expliquer tout ce qu'on n'a pas dit bien. Vas-y, continue. Une fois qu'on est devant le juge aux affaires familiales, lui va rendre une décision. Et cette décision peut... si cette décision est dans le sens d'un rejet du prénom désigné, les parents peuvent là de nouveau choisir un nouveau prénom. Si jamais ils refusent, à ce moment-là, c'est le juge aux affaires familiales lui-même qui va choisir le prénom. Est-ce qu'on peut avoir une amende ? Alors, on peut avoir une amende dans le cas où on ne déclare pas un enfant ou on le déclare hors délai. D'accord. Alors, donc en fait, si je donne un prénom très 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 original à mon enfant et que c'est refusé, j'aurai pas d'amende, on va juste me dire non, tu choisis un nouveau prénom et si ça marche à nouveau pas, ça sera le juge qui choisit. Et donc il y a une amende si on ne va pas déclarer son enfant. Ouais. Alors là, donc voilà ce qui se passe, c'est une question qu'on s'est c'est posée. C'est plus qu'une amende. Hein. Qu'est-ce qui se passe si tu ne déclares pas ton enfant ? Voilà, ton enfant il est là, il est né depuis plusieurs jours. Et... Il est né, il est beau. mais il est tellement beau. Quel qu'il soit, enfin genre beau, moche, on s'en fiche. Mais non, c'est ton il enfant. Est là, il est vivant. Nécessairement beau. Okay. Il est magnifique. C'est ton enfant. Tu viens d'avoir un enfant, il est magnifique, il est somptueux, il est là. Toutes les personnes qui sont autour de cet enfant le trouvent fabuleux, incroyable. Je sais pas où on va dans ce développement, mais continue. Tout le monde est médusé. T'as éventuellement 3 plots qui ont des noms de prénoms un peu compliqués, Melchior, Gaspard, Balthazar, qui viennent au bout d'une semaine et demie. Oui, d'accord. Okay. Tout le monde reste autour parce que c'est un enfant incroyable. Et paf, 5 jours après, tu te rends compte que t'es pas passé devant l'officier d'état civil. Est-ce que c'est le moment où on précise qu'on enregistre à 9h du matin un vendredi et que peut-être ça explique tout ça? Tout s'explique. Okay, non, c'est nos métiers qui expliquent tout ça, Clara. Donc le divin enfant est là. Le droit rend les gens très bizarres. À tous les étudiants, il y a encore temps de changer. Vous n'aurez plus de vie et la vie que vous aurez sera un peu bizarre. C'est ça. Donc le divin enfant est là et on n'est pas passé chez eux. Alors, on n'est pas passé, mais attention, parce que là, on va faire un petit peu de juriste juste pour la blague. On a 5 jours, mais ces 5 jours qui comptent, qui partent après le jour de la naissance de l'enfant. Et si jamais le dernier jour est un dimanche, un jour férié, un samedi, okay, on a à ce moment-là, on a jusqu'au lendemain. Mais ce qui veut dire que techniquement... Yes. C'est ça, tu sais, jeunes parents avec le nourrisson, bref. Ce qui veut dire que techniquement, il y a pas mal de situations où on a un petit peu plus de 5 jours. Bon, donc il y a un peu le temps, quoi. Il y a un peu le temps, mais enfin bon, faut pas non plus s'endormir, quoi. Si on s'endort, alors, 2 petites précisions pour la blague, parce que vraiment, c'est super marrant quand même. C'est tellement plus le sujet, mais vas-y, continue. Non, moi j'aime bien. Au sujet. Ah, vas-y. On verra si on coupe ou si on regarde. 2 petites précisions pour la blague. Si on est en Guyane, c'est 8 jours. Et si on est à l'étranger, c'est 15 jours. Parce qu'il faut aller trouver l'autorité consulaire. Là, c'est plus compliqué. Okay. Bref, on revient sur le sujet. Si jamais tu ne déclares pas ton enfant... Je déclare pas mon enfant. J'arrive devant l'officier d'état civil 6 jours après. Il n'a pas le droit d'enregistrer. Alors, moi, j'aimerais savoir ce qui se passe quand j'y vais pas du tout. C'est-à-dire que je reste chez moi 6 ans et mon enfant, il a 6 ans, il n'a jamais été déclaré. Et qu'on finit par s'en rendre compte. Pourquoi ? J'en sais rien, ça arrive. Enfin, si jamais ça arrive. Oui, c'est horrible ce non, que mais tu bien veux sûr, faire. mais si jamais tu ne vas jamais déclarer un enfant... Attends, donc vas-y. Donc si jamais tu y vas au bout de 6 jours, l'officier d'état civil ne l'enregistre pas, il a interdiction de le faire et... Ouais. Il a interdiction de le faire et à ce moment-là, tu as 2 axes. Tu as un premier axe qui va être le volet civil sur le prénom de l'enfant, enfin sur le nom, sur l'état civil de l'enfant même, où là il va y avoir un passage devant le tribunal de grande instance pour établir l'identité et l'existence de cet enfant. Et un deuxième volet qui est pénal, qui va être la possible sanction
du fait de l'absence de déclaration de l'enfant. Et voilà, tu peux Et prendre une cette amende. sanction-là, Oui. c'est pas simplement une contravention, c'est un délit. C'est-à-dire que c'est 3 750 € d'amende Maximum. maximum et 6 mois d'emprisonnement maximum. Tu peux aller 6 mois en Tu peux prison. aller 6 mois en tôle, ouais. Ok. Donc si jamais tu déclares pas ton enfant pendant 6 ans, il y a des chances Mhm. pour que là tu passes devant le juge pénal. Ok, très bien. Alors, et qu'est-ce qui se passe si j'ai une vraie bonne raison de ne pas y être allé? Un vrai empêchement. Alors là, dans ce cadre-là, on est au pénal. Donc il y a Force toujours la majeure. question... Alors, surtout la question de l'intention. Ok. Subitement, t'es seul avec ton mari chez toi, il t'accouche, toi, je sais pas, j'allais dire tu tombes dans le coma, mais tu serais médicalisé après. Non, enfin bref, t'es chez toi et tu peux pas bouger parce que t'es pas bien. Et lui est amnésique, on va pas aller le foutre en prison. J'en sais rien. Bah oui, je te prends le cas extrême. Non, mais oui. Tu sais, j'imagine un truc, t'accouches au milieu d'une avalanche, Mais t'es pareil, keblo dans la grotte. Bah, enfin, t'es non. keblo dans la grotte, c'est exactement la même Ok, chose. T'as bref. pas l'intention de pas le déclarer, cet enfant. En revanche, si t'as l'intention de pas le déclarer, ou si visiblement c'est une négligence qui est volontaire, bon, ben là, oui, on ira te... Je pense qu'il faut tirer comme leçon de ces premières minutes d'émission que si jamais on parle ensemble de sujets qui sont pas du tout le droit des médias, si je vous fais parler de droit de la famille, ça part complètement en live. Bon, ensuite, donc... Ok, c'est bon, on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le temps, si, on a fait le temps. Bon, ok, donc tout ça étant établi, on va voir ensemble assez rapidement maintenant quelles sont les lois qui régissent le choix des prénoms. C'est-à-dire qu'on a vu comment on fait en pratique, mais du coup, qu'est-ce qu'elle dit vraiment la loi? Alors, comme ça a été expliqué par notre cher ami qui sait des choses, il y a une loi de 1803. Le 1803, c'est le 11 germinal en 11, donc le 2 avril 2003. On parlera du calendrier révolutionnaire une autre fois, parce que sinon vraiment ça va être extrêmement long. Donc cette première loi un peu majeure, il y avait des usages avant qui étaient que l'Église choisissait ton prénom, était la seule apte à te donner un prénom. Et cette loi de 1803 vient cadrer un peu tout ça et dit que les seuls prénoms recevables par l'état civil doivent provenir des différents calendriers ou de personnages connus de l'histoire. Donc c'est tous les calendriers, pas que le calendrier chrétien. À plus forte raison, parce que comme à ce moment-là, on n'est pas en calendrier grégorien, on est en calendrier révolutionnaire, dire que cette loi signifie que seuls les prénoms issus du calendrier grégorien sont acceptables, c'est vraiment un contresens historique. Et les prénoms donc connus de l'histoire, de l'Antiquité, de la Bible, donc autant Athéna que Marie que Radi, puisque c'est un prénom du calendrier révolutionnaire. Bisous. Le grand texte majeur suivant, c'est un texte qui est adopté en 93 et qui est celui qu'on suit encore aujourd'hui à peu près, et qui en gros reprend tout ça et dit que le prénom de l'enfant est choisi par le père et par la mère, que si ces derniers ne sont pas connus, l'officier d'état civil attribue à l'enfant plusieurs prénoms, donc comme l'a dit Raphaël tout à l'heure. Donc c'est un peu les règles qu'on a évoquées tout à l'heure, et tout ça est guidé par un grand carcan qui est défini par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, dite Convention de New York, qui dit qu'en gros, tout ça doit être drivé par l'intérêt de l'enfant. Mais l'ensemble des décisions relatives à un enfant sont de toute façon toujours encadrées par ce carcan de l'intérêt prioritaire de l'enfant. Donc, le choix du prénom, c'est relativement libre pour les parents. C'est généralement issu des calendriers ou de l'histoire, de la Bible, de la mythologie, des rois, des choses comme ça, donc des grands personnages historiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, donc pas forcément de l'histoire française. Et tout ça est cadré par l'intérêt de l'enfant. Et pour les blagues, le calendrier révolutionnaire, donc notamment avait Radi, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il avait également d'autres prénoms absolument charmants, du genre Vénéfride ou Égobie pour des petites filles. Donc pas uniquement Marie, Solange, Thérèse, Adrien, François, tout ça. Donc tout ça, c'est pas très très vrai. Une fois qu'on a fait un peu le tour de ça, Raphaël, tu me parlais du fait que certaines personnes donnent des noms issus du calendrier appliqués de façon très, très, très stricte. Est-ce que tu peux nous en parler une petite minute ? Non, on a des prénoms qui sont en réalité des prénoms qui viennent de fêtes, qui sont inscrits sur le calendrier. Alors, il y a des prénoms, fête nat,
FETNAT, c'est fête nationale sur le calendrier. Donc pour les enfants nés le 14 juillet. Pour les enfants nés le 14 juillet, pensez-y. Non, mais c'est Ils ont un cas. feu d'artifice pour eux. Ouais, c'est pas mal. Attends. Non, mais c'est des vrais cas. Il y a vraiment des enfants qui Il y a- s'appellent Fête Jean Bedel-Bocassa, c'est Jean-Baptiste de la Salle. Mais sur le calendrier, c'est écrit Bedel. Donc ça fait Jean Bedel-Bocassa. Mais même toutes les fêtes en soi. Les Toussaints, les Noëls, les Pascals. Bon, une fois qu'on a abordé tout ça, peut se poser la question, si on a eu des parents extrêmement drôles, par exemple, ou si jamais il se produit un événement, d'un changement de prénom. Donc, on en vient à la question de comment est-ce qu'on change de prénom, et c'est Nina qui nous répond. Tu veux dire si Pommeau de douche veut devenir Jean ? Si Pomodouche a envie de devenir Jean, ou si du fait d'un événement de ta vie, type par exemple mariage, tu te mets à avoir une association entre ton prénom et ton nom de famille qui sont particulièrement intéressantes, du genre Maggie Mauve. On évitera de porter des jugements intéressants, c'est bien. Non, intéressant. C'est très bien. Alors, comment on fait effectivement si on veut changer de prénom ? Est-ce que je peux, moi, demain, je n'aime pas Nina et j'ai envie de m'appeler Sophie ou Clara, tiens, je trouve ça beaucoup plus joli. J'ai envie de changer de prénom. Ça, c'est pas de la fake news. Continue. Je plaisante, maman, j'adore mon prénom. Donc, comment on fait ? On revient un peu sur cette notion d'intérêt. Alors, c'est plus l'intérêt de l'enfant, parce qu'a priori, on est devenu adulte, même si quand on est mineur, on peut, même dès 13 ans, avoir envie de changer de prénom. Il va falloir faire valoir un intérêt légitime. Alors, c'est une notion, bien sûr, éminemment subjective, mais on peut se reposer sur, pour expliciter aujourd'hui ce qu'on entend par intérêt légitime, sur des cas précédents, des cas qu'il y a eu devant alors, la justice au début et puis maintenant devant l'officier d'état civil. Parce que la loi a changé en 2016. Avant, il fallait aller devant le juge, fallait prendre donc le juge, ce fameux juge aux affaires familiales qu'on appelle JAF. Très bien. JAF. Et d'ailleurs, du coup, Ce n'est pas un prénom. C'est ça. Ce n'est pas un prénom. Peut-être. Les avocats, et souvent les avocates qui font beaucoup de contentieux aux affaires familiales, on les appelle les JAFettes. Je trouve ça extrêmement mignon. Tu savais pas, les filles qui font... C'est souvent des filles et elles font que des divorces, des gardes d'enfants. Et donc on appelle ça des JAFettes. Je trouve ça extrêmement mignon. Ah, je suis une geekette, mais je vais peut-être devenir une JAFette. Une Donc, oui, car donc, la loi a changé. Avant, on devait aller devant le juge aux affaires familiales. On devait donc prendre un avocat. C'était long, c'était coûteux. Enfin, voilà, c'est la justice. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à aller en mairie, soit celle de son lieu de naissance, soit celle où on réside, et de revenir voir cet officier d'état civil et de faire valoir son intérêt légitime avec un beau petit dossier pour dire mon prénom, ça ne va plus. Et donc, cet intérêt légitime, c'est quoi ? Donc, si on se base sur les cas de jurisprudence, donc les affaires en justice antérieures, on reconnaît souvent, et ça a été redit dans une circulaire à l'attention des maires qui ne savaient pas comment interpréter cet intérêt légitime dans cette nouvelle fonction qu'ils avaient. Tu t'en sors bien, hein, t'as de la chance qu'il l'ait déjà dit défini avant. tous les termes avant. Tu t'en sors très très bien. C'est vrai. Donc, par exemple, motif usuel qui illustre traditionnellement dans la jurisprudence antérieure l'existence d'un intérêt légitime au changement de prénom. On peut avoir, par exemple, l'usage prolongé d'un prénom autre que celui qui figurait à l'état civil. Par exemple, si Jean-Philippe Smet, je sais que tu l'aimes beaucoup, avait voulu officialiser que maintenant il s'appelait Johnny Hallyday, je pense qu'il aurait eu un très bon dossier devant l'officier de l'état civil parce qu'il aurait eu plein de preuves. 2-3 éléments, oui. 2-3 éléments, bien plus que l'attestation d'un copain pour dire que depuis des années, il se faisait appeler autrement. On peut avoir aussi la suppression de ce prénom Pommeau de douche parce qu'on le juge ridicule. Ah bon, pourquoi ? Ou l'association d'un nom et d'un prénom jugé ridicule parce que vous n'avez pas épousé le bonhomme, le bon mec. Voilà, donc il y a d'autres... Tu épouses le bonhomme, mais pas le bon mec. C'est exactement ça. Encore un exemple, l'adjonction d'un tiret ou la suppression d'un tiret, par exemple Yvette qui a voulu devenir Anne-Yvette et qui a réussi. Après, on a à l'inverse des motifs... Bravo. J'aime pas trop ni l'un ni l'autre, mais pardon. Hypothèse majoritairement non retenue, au contraire, par les juges antérieurement, et donc n'allez pas demain devant le maire si je vous donne des idées. Motif de pure convenance personnelle.
À tous les fans de Beyoncé, non, ça ne suffira pas. Hein, ça ne suffira pas. Ouais, mais puttering je suis désolée. Faudra vous faire appeler Beyoncé pendant 10 ans avant voilà. de pouvoir le faire. Si c'est seulement pour moderniser votre prénom. La modernisation, ça marche pas. Ouais. Il y a des cas, t'as un exemple? Alors, j'ai pas de cas de jurisprudence en tête, mais si par exemple, effectivement, tu t'appelles, je sais pas moi, un prénom old school, Yvette, si Yvette, elle avait voulu devenir... Ivanka. C'est pas old school. Mais non, si elle avait voulu devenir Ivanka. c'est ça. Je pense que ça n'aurait pas suffi, sauf à prouver que ça lui porte préjudice dans sa vie de tous les jours. Pareil, si c'est par exemple parce que ton papy vient de mourir et que tu as envie de prendre son prénom, c'est pas un intérêt légitime. C'est pas un intérêt légitime. Il faut quand même qu'il y ait une notion de... Alors, préjudice, le mot est un peu fort, mais ça me porte atteinte dans ma vie de tous les jours pour différentes raisons. Ça peut être parce que je suis partie vivre à l'étranger, que c'est pas reconnu à l'étranger. Enfin, voilà, il peut y avoir des motifs comme ça. Donc ça, c'est la première étape. Tu veux changer de prénom, tu fais valoir ton petit dossier avec tes petites pièces justificatives pour justifier de ton intérêt légitime, composé d'attestations, de bulletins scolaires, voilà, de CV, de plein de petites choses sur ta vie. Une fois encore, la justice est quand même bien faite. Si l'officier d'état civil n'est pas conciliant, n'est pas sympathique, ne comprend pas ton intérêt légitime... S'il trouve que c'est pas légitime que tu t'appelles Johnny Hallyday au bout de 40 ans de carrière, il va aller voir, il va saisir, il va en informer, notifier notre procureur, notre cher procureur préalablement défini par Maître Raphaël. Et si le procureur partage l'avis de l'officier d'état civil, il va saisir le JAF. Voilà, le JAF. Et c'est le JAF qui tranchera. Voilà. Donc, il y a des recours possibles. Donc, ce qui marche le mieux, en fait, comme motif à invoquer si tu veux changer de prénom, c'est soit que c'est comme ça que tout le monde t'appelle depuis un certain temps et t'as plein de preuves et t'as des attestations de potes ou un top 50 en ta faveur pendant 45 ans. C'est ça. Soit le fait que, par exemple, ton mariage ou ton mariage fait que tu changes de nom de famille et que la nouvelle association a une signification un peu intéressante. On reste sur intéressant. Ce sont des exemples. Non, mais c'est pour synthétiser un petit peu. Et donc, tu nous parlais de francisation ou alors, francisation quand on vient vers la France, mais de changement de nom de famille parce que potentiellement, on va vivre à l'étranger. Alors, non, je parlais du cas où le prénom... Je ne pars pas sur le nom, du coup. C'est encore le prénom. Je parlais du cas où le prénom français peut être gênant parce que, par exemple, pas reconnu par l'officier d'état civil étranger. D'accord. Le cas de la francisation, je l'ai mis de côté exprès parce que je savais que tu viendrais à celui-là, vu que c'est un peu le... Parce qu'on a préparé cette émission. Voilà. Suite à une émission un samedi soir très tardif. C'était un samedi soir très tardif. Ah oui, je sais pas. Je crois. Bon, je sais pas. Oh, je sais plus. Moi, en tout cas, moi, je l'ai regardé un samedi soir très tardif. Voilà, avec un charmant monsieur qui, au demeurant, a un prénom pas très original. Des histoires de honte de la République, tout ça. Voilà. Est-ce que je peux changer de prénom pour faciliter mon intégration? Enfin là, en l'occurrence, la question c'était plus est-ce que je dois, parce que je fais honte à la République? Bien sûr que non, il n'y a pas d'obligation parce que je suis francisée. Enfin, en l'occurrence, dans notre affaire, la personne n'était pas francisée. Elle est française tout court. Mais si, par exemple, je veux acquérir la nationalité française, ou lorsque la nationalité française a été acquise très récemment, je peux effectivement, pour favoriser mon intégration, changer de prénom. Par exemple, Jamila qui devient Mila. Alors, est-ce qu'on est invité à le faire? Est-ce qu'on est obligé de le faire? Comment ça marche? Non, comme je le disais, on n'est pas obligé de le faire. Je peux... Alors, il y a deux options. Au moment où je me demande ma francisation, je peux faire en même temps, dans le même dossier, en fait, demander à changer de prénom. Donc, c'est pas la même procédure que celle classique de changement de prénom. Ou si, comme dit juste avant, c'est récent, je peux, une fois encore, déposer un dossier devant le juge pour changer de prénom. Et on en arrive donc à ce débat. C'est une faculté. Il est malheureusement, j'ai envie de dire, démontré par des sociologues ou des études que oui, le prénom peut être parfois un frein à l'intégration. C'est malheureux, mais c'est vrai. Après, on sait très bien aussi que le prénom ne suffit pas à l'intégration et n'a potentiellement rien à voir.
Plus qu'un frein à l'intégration, c'est surtout un problème de discrimination, je trouve. Oui, c'est ça, de discrimination. C'est plus le regard des autres qui pose problème. Mais là-dessus, pour rebondir juste sur ce que tu viens de dire, là-dessus, il y a aussi un point qui est assez important, c'est que ce choix du prénom, ce choix qu'il soit individuel ou qu'il soit un choix des parents, c'est un choix qui est rattaché non pas à un intérêt collectif, mais qui est rattaché à l'intimité et à la vie privée. En réalité, c'est comme ça que les juges le perçoivent. C'est pas une question de normalisation généralisée des prénoms ou des états, des identités des individus. C'est la condition, c'est de veiller au respect et de l'intérêt de l'enfant si c'est l'enfant et de l'adulte si c'est l'adulte, mais surtout au respect de leur vie privée. Mais d'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, on a aussi beaucoup de cas où des personnes dont on avait francisé le prénom, où elles avaient un prénom français, ont voulu retrouver leur prénom d'origine parce que ça posait vraiment un problème dans leur communauté. Et clairement, donc cette question d'intégration, ça vaut tout et rien dire, surtout que comme tu l'as souligné tout à l'heure, Clara, il y a eu une vraie libéralisation de la possibilité de donner des prénoms. Donc avant, tout simplement, parfois, les gens d'une certaine origine ou d'une certaine communauté, avec d'autres traditions et coutumes de prénoms, étaient obligés peut-être d'appeler leurs enfants Serge alors qu'elles voulaient les appeler Sergio. Donc il y a aussi ce phénomène qui est important. D'ailleurs, cette libéralisation des prénoms se base pas uniquement sur des vagues migratoires ou de la décolonisation, se base aussi sur l'intégration des prénoms régionaux, type les prénoms bretons, les prénoms basques. Donc en fait, axer cette question du choix du prénom sur un truc de grand remplacement, c'est pas le sujet en fait. Surtout que c'est autre chose. Alors si on revient au 19e siècle, et qu'on veut que des prénoms français, Louis c'est germanique, et pourtant Louis XIV. Alors que Radi c'est parfaitement français. Alors que Radi c'est magnifique. Rusticule. Robespierre. C'est bien, c'est léger, ça a apporté. Robespierre, avocat pénaliste. Ok, pour finir, faisons une question un peu fondamentale. Je pense que c'est important de clore ce débat avec vraiment de la donnée dense. Du fond. Quel est votre prénom original préféré à vous, si vous deviez choisir? Je commence. Vas-y. YOLO. Donc il y a des enfants en France qui s'appellent YOLO. D'accord. Ils ont quel âge à peu près, les YOLO? Je pense qu'ils ont 4-5 ans. Enfin, celui auquel je pense, il a 4 ans. C'est comme les René, les Georges, etc. Soit ils ont 70 ans, soit ils ont 4-5 ans. Soit ils ont 4-5 ans. Ok, donc YOLO, ok. Très bon choix, Nina. Raphaël? Moi, j'ai pensé à Raël, parce qu'il faudrait juste que j'enlève la partie du milieu de mon prénom. Donc c'est rapide. Vrai. Et il y a un côté un peu mystique que je trouve assez chic. Alors, et toi? En 2 temps. La première, c'est pour préparer cette émission. Du coup, j'en ai parlé à toute la Terre, parce que voilà. Et une amie m'a dit, mais moi, je connais un Gandalf. Non. Donc du coup, sachez que, alors, il est hollandais, mais voilà, sachez qu'il y a des gens qui s'appellent vraiment Gandalf. Ah, mais ça explique le côté hollandais. Tout à fait. Et moi, j'ai une préférence absolue pour le prénom de Panda, que je trouve formidable. Panda. J'adore Panda. Et je pense qu'un jour, peut-être j'aurai le courage de mes opinions et je changerai Clara en Panda. Pour finir, sachez que si vous vous appelez Ikea, Google, Excel, on vous aime extrêmement fort et portez haut ce prénom que vous nous ont donné vos parents et qui sont vous et votre identité. Bref, merci d'avoir suivi cet épisode de Besoin de rien, envie de droit. On se retrouve dans 15 jours. Binge Audio.